Julien, tu vas nous parler d'analyse de log, de budget crawl. Voilà, tu vas essayer un peu d'expliquer ça de manière simple. Tout à fait. Et si tu peux te présenter rapidement, Julien, qui es-tu? Oui, alors donc moi je suis SEO stratégiste chez OnCrawl depuis maintenant 2 ans et demi, 1 an et demi, pardon. Je suis passé un petit peu avant en agence où j'ai pas mal bossé sur toute la partie contenu en tant que traffic manager. Donc voilà, pas mal travaillé sur un petit peu tous les leviers d'acquisition. Et du coup, donc maintenant ça fait 1 an et demi que je suis chez OnCrawl. Eh ben parfait. Du coup, je te laisse la scène. Je reviendrai un peu plus tard pour les questions. Allez, bonne conférence à tous. Ça marche, à tout à l'heure. Salut. Alors très rapidement, donc OnCrawl, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un outil qui va vous permettre de venir donc auditer et monitorer votre site d'une manière générale. Il va pouvoir également vous allez pouvoir également l'utiliser pour venir croiser des données comme donc les données de log qu'on va voir aujourd'hui, les données de Google Analytics, de GSC ou bien encore d'autres données également. Le but étant d'en faire un outil que vous allez ensuite intégrer dans votre routine quotidienne directement. Alors donc au sommaire de cette conférence, plusieurs parties. D'abord, on va faire ensemble un premier contact sur justement ce que c'est ces fameux fichiers de log. On peut en entendre parler sans forcément trop savoir exactement ce que c'est. Donc voilà, le but c'est un petit peu aussi de démystifier tout ça. Ensuite, on va regarder quel intérêt est-ce que ça peut avoir lorsqu'on va parler donc d'un point de vue SEO directement, et donc qu'est-ce qu'on va venir monitorer au niveau de ces logs. Ensuite, une fois qu'on a des données, très bien. Comment est-ce qu'on s'assure que ces données-là sont bien fiables? Comment est-ce qu'on peut éviter ensuite tous les biais qu'on pourrait avoir dans l'analyse? Donc ça permet de simplement ne pas faire fausse route. Et enfin, c'est donc le sujet de cette conférence, bien sûr. Donc comment est-ce qu'on fait pour venir connaître ces facteurs de ranking? Donc pour ça, on va venir au travers de quelques exemples faire quelques croisements entre les données de log et d'autres métriques afin de savoir sur quel axe le site va, quel facteur exactement est-ce qu'on va utiliser pour réussir à ranker. Alors première partie donc sur ce premier contact, donc les logs, qu'est-ce que c'est? On va décrypter un petit peu cette donnée qui est aujourd'hui encore probablement sous-utilisée. Pourquoi est-ce que c'est sous-utilisé? On entend souvent des objections par rapport à l'utilisation des logs. On entend pas mal dire, par exemple, que on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Ça en soi, c'est vrai. En termes de données, c'est pas forcément très parlant au premier abord. Le but, c'est simplement donc d'avoir les bonnes clés de lecture pour réussir à les décrypter, tout simplement. On entend également dire que ce ne sont probablement pas des données qui ont une forte valeur business. Ça, c'est évidemment absolument faux. On y reviendra un petit peu plus en détail en suivant. Autre objection qu'on peut entendre, c'est que ce sont des données qui vont être coûteuses à conserver. Là, encore une fois, c'est pas tout à fait vrai. Il n'est pas nécessaire évidemment de tout conserver. L'important, c'est d'avoir des données qui sont fraîches, notamment. Il n'est pas nécessaire de garder un historique sur toute la durée de vie du site. Et enfin, on peut aussi entendre qu'il s'agit de données qui ne sont pas assez pertinentes pour faire une quelconque analyse. Et là, encore une fois, c'est faux. Et ce sera donc l'objet de cette conférence. Alors, de quel log est-ce qu'on va parler? Donc, lorsqu'on parle de log, là, on va venir parler donc de log serveur. Donc, on va parler principalement de log sur un serveur Apache ou Nginx. Donc, ça correspond pour la partie tech un peu à ce fichier htaccess. On peut venir également récupérer des logs sur des outils, donc des CDN comme Cloudflare, CloudFront ou Akamai par exemple. Et pour si jamais vous avez l'objection du oui mais on n'a pas ça à dispo, sachez tout de même que la CNIL va recommander de les conserver, ces logs, sur une durée de 6 mois, pour la simple et bonne raison que si jamais votre site est amené à rencontrer une fuite de données ou ce genre de choses, eh bien c'est toujours intéressant d'avoir ces données de log à disposition, puisque ça permet de retracer un petit peu l'historique et d'identifier l'origine d'une potentielle faille sur le site.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement donc une ligne de log? On pourrait penser, d'un point de vue absolument néophyte, que on a affaire à quelque chose de très compliqué, une sorte de message binaire absolument incompréhensible. C'est pas le cas. C'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus simple. Si on fait une petite métaphore, on pourrait comparer ça avec un grand livre de compte dans lequel on va enregistrer tout ce qui va circuler sur le serveur. À partir du moment où un utilisateur ou un robot vient sur le site, et après, lorsqu'il va naviguer à l'intérieur du site, eh bien toutes ces entrées vont être inscrites dans ce grand livre de compte. Donc si on prend un exemple, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus simple en fait à comprendre. Et à chaque fois qu'un utilisateur va venir demander une ressource, donc par ressource on va entendre une page, un fichier CSS qui va se charger, un fichier JavaScript qui va se charger. À chaque fois que cette demande va être faite, ça va venir rajouter une ligne dans ces fameux fichiers de log. Et donc on se retrouve avec des fichiers de 500 000 lignes de manière très très rapide. Néanmoins, cela n'empêche pas que c'est très, très simple en fait à comprendre, puisque si on décompose un petit peu les éléments qui vont composer cette ligne de log, on va donc d'abord retrouver une adresse IP, donc pour venir identifier la provenance d'une requête, bien sûr. Donc ça permet à la fois d'identifier un utilisateur, mais aussi d'identifier de manière beaucoup plus simple un robot Google, un robot Bing. Là, impossible de tricher, puisque l'adresse IP correspondra de toute façon à l'adresse IP du bot en question. On va également avoir un eurodatage pour connaître le moment exact où l'événement, donc en l'occurrence la ligne de log a eu lieu. Donc cet eurodatage, il va aussi nous permettre de distinguer deux requêtes qui auraient pu être effectuées et qui sont donc pratiquement similaires, mais on va venir les distinguer, donc notamment grâce à l'heure, et ici on a même le détail donc des secondes. Après, sur une partie un petit peu plus technique, donc on a la méthode de requête, donc c'est principalement des requêtes GET qui veulent simplement dire je veux que tu me donnes, en fait, l'utilisateur va demander au serveur donne-moi cette page s'il te plaît. Donc voilà, ça c'est juste pour la petite partie technique. Ensuite, on va bien sûr retrouver le nom d'hôte, donc pour savoir notamment si on a des sous-domaines, ça va nous permettre d'identifier exactement le domaine en question. Ici, en plus de ça, on va avoir donc là le port utilisé, donc ici le port 443, pour nous dire qu'on est donc bien sur un événement donc en HTTPS, donc un événement sécurisé. Également donc le chemin de la requête, donc quelle page a été demandée précisément. Le protocole HTTP qui va être utilisé. Aujourd'hui, on arrive au HTTP 3.0, il me semble. Enfin, on va avoir donc le status code, bien sûr. Est-ce que la page s'est bien affichée? Est-ce qu'elle a été redirigée? Est-ce qu'il y a eu une erreur également? La taille de la réponse qui va nous permettre de nous assurer aussi des bonnes performances de nos pages. Ça va nous permettre ensuite d'identifier des pages qui seraient donc potentiellement lourdes, plus longues à charger, et donc de faire les optimisations dans ce sens. On va aussi pouvoir connaître la provenance de l'utilisateur. Est-ce qu'il vient d'un résultat Google naturel, comme c'est le cas ici, ou est-ce qu'il vient d'une campagne depuis les réseaux sociaux ou autres. Mais nous, notre partie ce qui va nous intéresser en tout cas, ce seront donc tous les utilisateurs qui vont provenir des résultats de recherche directement. Et enfin, le user agent, donc pour connaître le device utilisé par l'utilisateur. Donc, est-ce qu'il est sur un appareil desktop, est-ce qu'il est sur un appareil mobile? On va pouvoir l'identifier comme ça, tout comme on pourra aussi venir identifier les robots via le user agent Googlebot ou autre. Une fois que on connaît donc un petit peu mieux ce qu'on retrouve donc à l'intérieur de ces fichiers de log, eh bien, qu'est-ce qu'on va venir monitorer? Comment est-ce qu'on va venir utiliser tout ça pour faire du SEO? Alors les avantages déjà de ces logs, c'est bien sûr donc une traçabilité qui est complète, puisque on sait d'où ça vient, on sait où ça arrive, donc on sait que entre les deux, il n'y a pas eu de perte de données possible ou autre. Également, on n'a pas d'échantillonnage de données. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver de manière assez fréquente sur la Search Console, sur les données de Google Analytics ou même d'autres outils d'analytics. Il n'y a pas d'échantillonnage qui est proposé. Là, on a vraiment de la donnée brute.
donc on est vraiment sur une donnée qui est des plus exhaustives. Également, on n'a pas de triche qui est possible, puisque toutes les informations qu'on va avoir, ce sont donc vraiment des informations qui sont prises à la source, et donc quand bien même un utilisateur essaierait de se faire passer pour un Googlebot, notamment quand on veut faire du scrapping ou ce genre de choses, on a tout intérêt à se faire passer pour un Googlebot pour ne pas être bloqué. Et ben là, on peut venir l'identifier très facilement avec son adresse IP. Et donc, qu'est-ce qu'on va en tirer de ces informations? Eh bien, tout simplement deux choses. D'abord, les botnets. Donc là, on va pouvoir identifier les botnets via donc directement le user agent qui va être utilisé, et ensuite l'adresse IP, bien sûr, puisque donc Google communique les adresses IP de ces Googlebots afin que on puisse whitelister tout simplement le Googlebot, parce que ce serait un petit peu dommage de lui interdire l'accès à notre site. Et également, on va venir identifier donc les visites SEO. Donc là, on va directement venir parler des utilisateurs, et donc c'est en ça que, au final, les fichiers de log ont un réel enjeu business. Donc pour ce qui va être des botnets, donc le suivi des botnets va nous permettre d'effectuer un suivi détaillé de la fréquence du crawl par Google. On le verra, on peut vraiment avoir des données qui sont limite dans l'instantané. On va également avoir une estimation très précise du budget de crawl qui va être alloué, encore plus précise que les informations que Google va nous partager dans la Search Console. Et bien sûr, donc, comme on le disait, les botnets, eux, sont facilement identifiables, notamment grâce à l'adresse IP. Pour ce qui est des visites SEO, donc là on est sur des données qui sont plus fiables que les données analytiques. On n'a pas de question de session notamment, donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans GA. On a cette idée que à partir du moment où l'utilisateur vient une première fois, il déclenche une session qui par défaut est de 30 minutes. Et donc, s'il fait des allers-retours sur le site pendant cette période-là, on va comptabiliser qu'une seule session. Dans le cas d'une SEO visite, c'est vraiment à chaque entrée, on va compter comme une visite. Donc, en théorie, on a toujours plus de visites dans les logs que sur la partie analytique. Et donc, bien sûr, les SEO visites, le trafic généré sur un site, ça reste clé au niveau des enjeux business. Donc, ce monitoring va pouvoir venir s'organiser de différentes manières. Tout d'abord, donc, via un suivi donc par groupe de pages. Donc là, c'est ce qu'on va appeler la segmentation. On va venir donc regrouper nos pages de différentes manières pour avoir différents points de vue. On y reviendra ça un petit peu plus tard. On va également avoir la possibilité donc de suivre les pages qui sont nouvellement crawlées. L'intérêt est que lorsqu'on fait des déploiements, lorsqu'on ouvre des catégories sur un site e-commerce, lorsqu'on lance plein de nouvelles pages, on veut s'assurer que ces pages-là sont crawlées. Ça tombe bien, on peut directement venir monitorer ça dans les logs. On va également suivre les status codes afin de s'assurer que tout ce qui est crawlé par Google répond correctement, parce qu'on n'a aucun intérêt à ce que des pages 404 soient crawlées par Google. Et également, on va venir aussi suivre un indicateur donc chez OnCrawl on appelle le fresh rank, donc c'est en soi le nombre de jours entre un premier botnet et une première SEO visite. Donc c'est pour savoir, une fois que la page est connue par Google, combien de temps elle met à générer du trafic. Ça s'exprime en jours, mais pour par exemple des sites médias, on a tout intérêt à avoir à peine une journée, peut-être même moins d'une journée avant que ça génère des visites SEO. Et après, pour des pages un petit peu plus figées dans le temps, on peut se permettre d'avoir des infos, un fresh rank du coup un petit peu plus élevé. Donc en termes d'information justement, si on regarde là dans les données de la GSC, donc on était en date du 22 septembre à ce moment-là, la dernière information qui était disponible dans la GSC, elle remontait aux alentours du 19 septembre. Donc ça nous donnait une estimation d'à peu près 318 000 botnets dans la GSC selon Google en tout cas. Sauf que si on veut avoir des données un petit peu plus instantanées, qu'on ne veut pas forcément attendre plusieurs jours pour savoir si les modifications qu'on a faites sont bonnes ou pas, là on est un petit peu bloqué. On est obligé d'attendre que les données remontent et ça peut nous faire perdre du temps. Donc pour ça, le suivi des logs va être pratique puisque là, on va déjà savoir où est-ce que cette courbe va se diriger.
Donc là, on voit directement la trajectoire que va suivre la courbe précédente, et d'autant plus que dans le cas où on fait un dépôt automatique, ça peut arriver que on peut effectuer un dépôt par exemple toutes les 5 minutes. Et bien dans ce cas-là, on a vraiment des données ensuite qui sont dans l'instantané. Là, on remonte donc au 21, mais on peut très bien aussi avoir des données sur les 3 dernières heures, par exemple. Donc, en faisant ce monitoring, on peut venir identifier après des moments comme ça qui sont un petit peu anormaux. Là, par exemple, on a donc une courbe qui semblait très calme pendant plusieurs jours, plusieurs mois, et qui d'un coup se met à monter en flèche. On est donc en date du 22 août. Et d'un coup, sans raison, on augmente drastiquement le nombre de bots. On passe en moyenne 150 000 par jour à plus de 200 000. Sans pour autant qu'on ait beaucoup de nouvelles pages qui soient crawlées. Là, on est à 41 nouvelles pages qui sont crawlées. Et on a également... alors par contre, on a beaucoup de pages qui sont crawlées dans la même journée. Donc Google vient s'intéresser davantage à nos pages pour une raison que visiblement on ignore. Si on regarde un petit peu plus en détail, donc là avec une première segmentation, on découpe notre site par catégorie de pages. Donc là pour Vroomly, on va regarder, et aux alentours du 22 août, eh bien c'est principalement donc des pages pneus notamment qui ont été crawlées par Google, qui ont été beaucoup plus crawlées que d'habitude en termes de répartition de bot-it. Et donc, si on creuse un petit peu, qu'on regarde un petit peu à droite à gauche ce qui a pu se passer aux alentours du 22 août, eh bien, on se rend compte qu'on a eu une mise à jour de l'algorithme de Google qui a eu lieu. Et directement, on peut voir les impacts de cette mise à jour sur notre site, sans même avoir à attendre les résultats dans la GSC ou autre. On voit directement l'impact que ça a juste ici. Et donc si on reprend un petit peu ces données, que on change un petit peu de point de vue, donc là on est en pourcentage sur l'ensemble des bot-it, on peut regarder ça aussi en valeur, et donc là on voit la nette augmentation qui a lieu le 22 août, qui est visiblement en tout cas se poursuit, même si la période de mise à jour de Google, généralement, on s'active un petit peu dans tous les sens, mais c'est toujours une période floue et on ne sait jamais trop où est-ce que ça va aller. Donc, le calme est de rigueur pendant cette période-là. Ne pas paniquer et attendre la fin de la mise à jour et voir après un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc là, pour le cas en tout cas de Vroomly, on est donc sur des pages pneus qui sont donc très visitées par Google, également des pages véhicules et AMP, donc là pour la majorité des pages. Si on prend un autre point de vue, tout à l'heure on parlait des pages qui sont donc majoritairement IT. Donc là on va regarder un petit peu donc par status code. On disait tout à l'heure que avoir des pages en 404 qui sont crawlées, ça n'a aucun intérêt. Des pages en 410, donc c'est encore pire, puisque les pages en 410, elles ont pour but d'être parties. C'est le statut, c'est 410 gone, c'est parti, ça ne reviendra jamais. Donc, on va pouvoir venir monitorer ça, s'assurer que les pages en 410 ne sont bien crawlées que une seule fois. Google vient sur la page, il voit que il n'y a plus rien à voir, il est censé ne revenir jamais. Moi, c'est pas toujours le cas. Donc, en tout cas, ça permet de s'en assurer via ce rapport. Mais on va également pouvoir s'assurer, notamment donc là pour les pages en 404. Est-ce qu'on a des augmentations de bot-it? Des fois, Google va avoir des comportements un petit peu étranges. Il va venir se crawler davantage les pages qui pourraient répondre en 404. Sur le site aussi, ça peut arriver, une fois qu'on a fait un changement dans le maillage, ce genre de choses, on a plein de liens qui peuvent être amenés à sauter. Et si Google suit ces liens, il va tomber sur énormément de 404. Et donc, quand c'est le cas, le mieux, c'est aussi de venir suivre ce fameux rapport pour avoir l'information qui remonte directement. Donc là, si on regarde donc sur la période, donc on était de début juillet à fin août. Donc sur cette période-là, on a eu au final 1728 pages qui ont répondu en 404 aux yeux de Google. Donc ça envoie des signaux qui sont pas très bons en tout cas pour Google. Si on regarde après dans les données de visite notamment,
On voit que c'est 127 visites qui ont été générées, donc ça vient rajouter un petit peu un côté déceptif auprès d'internautes parce que il trouve le site dans les résultats de recherche, il clique dessus et il arrive sur une page 404. Donc évidemment, si c'est sa première visite, c'est pas un bon signal en tout cas qu'on va lui envoyer de ce côté. Si on regarde après de manière un petit peu plus détaillée au niveau des groupes de pages qui sont concernés, on voit que c'est principalement donc des pages de blog, donc des pages qui sont supposées faire de l'acquisition, et on va également avoir des pages de carrosserie ou même des pages avec la fiche d'un garage, donc dans le cas de Vroomly, qui elles vont être directement des pages de conversion, tout simplement. Puisque donc pour le petit pour présenter aussi Vroomly d'ailleurs que je n'ai pas fait, Vroomly ça va vous permettre de venir rechercher des garages en fonction donc de des réparations, de l'entretien que vous avez besoin d'effectuer sur la voiture. Donc en soi le trajet assez simple, le customer journey assez simple, c'est la venue sur le site via des articles de blog qui rankent de manière très correct, et ensuite potentiellement de venir regarder au niveau de ces différentes prestations, venir sélectionner un garage en fonction de ses avis, etc. etc. Si on regarde ensuite ce qui se passe au niveau de ce fameux blog dont on parlait. Donc là, si on prend le nombre en pourcentage, le nombre de pages crawlées, on se concentre uniquement ici sur le blog qu'on divise en deux. Il y a un blog qui est optimisé pour le mobile, donc qui est en AMP, et on a un blog qui est un blog tout ce qu'il y a de plus classique, plus pour la partie desktop. Si on regarde en termes donc de nombre de pages qui sont crawlées, donc on est sur un ratio de 50-50 à peu près. Donc ça veut dire qu'en termes de nombre de pages, on est sur autant de pages blog crawlées que de pages blog AMP crawlées. Par contre, si on est amené donc à changer de point de vue et que on vient regarder en termes de nombre de bottits reçus pour chacune de ces catégories, là on passe donc d'un 50-50 à un 95-5. 95 pour la partie blog AMP et 5% pour les pages blog classiques. Donc, ce que ça veut dire, c'est que alors même que les pages blog sont plus nombreuses que les pages blog AMP, hein, vous avez le petit nombre au-dessus, on est sur près de 3000 pages blog pour à peine 2000 pages blog AMP, et bien visiblement, la partie blog AMP convient très bien au standard de Google, puisque celui-ci va préférer, en tout cas, se rendre sur ces pages-là, les crawler avec une fréquence beaucoup plus élevée, puisqu'on est sur à peu près 2 bottits par jour en moyenne sur les pages blog classiques, contre 47 sur les pages blog AMP. Donc, si vous posez la question, est-ce que le AMP, ça a vraiment un intérêt, ça a été démontré déjà depuis le temps que ça existe, que oui, ça va en avoir un. Et si on regarde donc là vraiment sur le trafic que ça va venir, alors pas le trafic, mais sur le nombre de bottits qu'on va venir prendre, eh bien alors pardon, on est bien sur le trafic, pardon, on est sur la partie donc SEO visite. Donc je suis remonté volontairement beaucoup plus loin dans le temps. On remonte donc là fin 2019. On voit que le blog AMP a commencé à apparaître aux alentours de novembre-décembre 2020, juste avant janvier 2021, et que petit à petit, la partie blog AMP a grandi jusqu'à atteindre une sorte de plafond un petit peu aux alentours de mai 2022, septembre 2022. Depuis, il y a plus vraiment d'augmentation d'un point de vue des SEO visites, mais ça, en tout cas, ça signale que Google a un fort intérêt pour ces pages-là. Et donc, potentiellement, il y a une opportunité à saisir juste ici. Également, si on vient, en parlant d'opportunités, on parlait tout à l'heure des pages pneus qui ont eu une très nette augmentation de bottits après la mise à jour du 22 août. On la constate ici en faisant donc le focus juste sur les pages pneus, on omet tout le reste du site. On vient se concentrer donc seulement là-dessus. Et donc là, on voit que on a donc voilà cette courbe qui est très rectiligne jusqu'au 22 août et ensuite ce fameux pic. Quand on compare avec les données de la GSC, il n'y a pas plus d'impressions, il n'y a pas plus de clics. En soi, tout ça reste vraiment très stable. C'est vraiment juste les bots qui eux vont augmenter.
Si on compare ça, donc là, on vient mettre en transparence le nombre de visites qui sont générées. Alors, l'échelle du coup va être un petit peu différente, mais c'est juste histoire de se faire une idée. On a eu une augmentation du nombre de visites qu'on peut donc très distinctement voir aux alentours du 31 juillet. Et depuis la mise à jour de Google, on voit une très nette chute des visites qui a eu lieu. Donc ça, pareil, c'est un moyen de monitorer un petit peu son site. Et donc, potentiellement, ici, on a une opportunité aussi à saisir. Google venant plus souvent sur ces pages-là, tout changement positif qu'on va effectuer via de l'ajout de contenu ou ce genre de choses, changement au niveau du maillage interne, parce qu'il y a vraiment beaucoup de pages qui font partie de ce groupe-là, et bien tout ça va être potentiellement beaucoup plus vite pris en compte qu'à l'accoutumée. Donc une fois qu'on a toutes ces informations, eh bien comment est-ce qu'on peut être certain que on est en train de faire bonne route, qu'on n'est pas en train de viser complètement à côté dans nos recommandations et que tout ce qu'on est en train d'envoyer est pas à côté de la plaque. Alors première des réponses, ce serait donc de venir monitorer d'une manière globale et de venir aussi comparer un petit peu ce qu'on peut avoir. Via l'analyse de Botit, on va pouvoir donc identifier le Googlebot et on va aussi donc pouvoir identifier les faux Googlebots, tous ceux qui ont juste le user agent d'inscrit dans la ligne, mais qui n'ont pas l'adresse IP qui correspond. Donc ça, c'est signe que la plupart du temps, on est face à une tentative de scrapping. Votre site peut contenir des informations qui en intéresseraient plus d'un. Donc là, en l'occurrence, pour les garages, on a très bien donc les numéros de téléphone de ces garages. Donc ça peut être un élément qu'une entreprise pourrait vouloir scraper. On pourrait très bien aussi avoir les prix, notamment sur un site e-commerce, qui pourrait être intéressant à scraper. Et même là, dans le cas de Vroomly, les prix d'une prestation en particulier, un changement de courroie, une vidange, peu importe, ça pourrait être intéressant de venir récupérer ça. Et donc, identifier justement l'origine de ces faux Googlebots peut permettre aussi de s'en protéger par la suite, puisque on identifie l'adresse IP. Ensuite, on peut directement faire un blocage au niveau du serveur. Alors, quand on parle donc ensuite de comparaison justement de ces données, ça reste important de venir tout de même comparer avec ce qu'on a déjà dans l'existant. On a déjà un compte Analytics qui est en place, on a déjà la GSC qui est en place. Est-ce que mes logs sont plus ou moins proches de ces données-là? D'une manière générale, dans les tendances, donc on va parler ici en gros sur les graphiques de quand ça monte et quand ça descend. Est-ce que ces tendances sont similaires? Lorsqu'on regarde les données de log, ça doit l'être. Ça peut pas monter évidemment d'un côté et descendre de l'autre. Là, ça veut dire qu'on a un problème. En revanche, les valeurs, elles, vont être différentes pour toutes les raisons qu'on a évoquées, les questions relatives aux sessions, l'échantillonnage des données données par Google notamment. Tout ça va faire que les valeurs pourront jamais être exactes. Mais l'important, c'est vraiment donc d'avoir ces tendances qui elles vont se suivre. Et donc, on va bien sûr toujours donc venir comparer aussi ce qui est comparable. Donc là, ce qui est important, c'est de se rappeler comment est-ce qu'on a découpé notre site, comment est-ce qu'on l'a segmenté. Ici, on a fait donc là, on fait en prenant un exemple donc d'une segmentation par groupe de pages. Donc on a les pages blog d'un côté, les pages pneus, les pages de liste de véhicules, etc. On va donc, c'est important de se rappeler comment est-ce que notre structure est faite, parce que lorsqu'on va notamment parler en pourcentage, 20% de 60 000 pages et 20% de 40 pages, ce sera pas du tout la même chose, ça aura pas du tout le même impact. Donc ça, c'est important de bien le garder en mémoire. Et également, lorsqu'on fait ce découpage, aussi très important, éviter de garder un maximum de pages dans un espèce de groupe autre dont on ne va au final pas s'occuper parce qu'on ne sait tout simplement pas à quoi ça correspond. Donc quand on parle de segmentation, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est possible de faire une mauvaise segmentation? Est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise segmentation? Dans ce cas-là, si on prend un exemple au hasard, on peut là venir dire que on est plutôt face à une mauvaise segmentation, puisque en effet, on a un groupe other juste ici, donc les pages non catégorisées, qui est beaucoup trop grand. Donc
on a vraiment beaucoup de pages dont on ne sait pas de quoi ils retournent exactement. Et en plus de ça, on va s'intéresser à trop peu de groupes dans notre analyse, juste ici. Cependant, si on vient faire le focus uniquement sur ces pages-là, eh bien, on peut tout de même réussir à en tirer des informations. On sait que là, visiblement, à la fin août, on a eu une augmentation sur les pages pneus et les pages blog. On a eu une augmentation du nombre de pages qui ont répondu en 404. C'est en tout cas ce qu'on peut voir ici. Donc même si on a une segmentation qui est loin d'être parfaite, eh bien on arrive à avoir des informations qui, elles, restent tout de même pertinentes et peuvent toujours être utilisées. Mais par contre, si on avait une segmentation qui était plus complète, eh bien on aurait pu identifier que au final, les quelques problèmes là de pages qui répondent en 404 sur les pages pneus et blog, eh bien au final on en a beaucoup plus sur des pages carrosserie, sur des pages garage avec le nom de la ville derrière. On en a davantage sur ces catégories-là. Donc ça, ce sont les problèmes qui sont à traiter en priorité, comparé à ceux qu'on avait juste avant. D'où l'intérêt de bien segmenter au global son site et pas juste de faire des petits groupes par-ci, par-là. Donc en soi, il n'y a pas de mauvaise segmentation. Chaque segmentation aura des choses à raconter. Elle doit aussi refléter le point de vue que vous voulez adopter pour votre analyse. Ça peut être très très varié. On va le voir. Il y a pas mal de cas de figure qu'on peut prendre. Et donc voilà, en tout cas, gardez ça en tête, pas de mauvaise segmentation possible. L'objectif de cette conférence était évidemment ça. Donc, comment est-ce qu'on fait ensuite pour venir trouver ces facteurs de ranking? Donc, d'abord, on va venir se remémorer la structure de nos sites. On va pouvoir donc baser une segmentation sur différents éléments, que ce soit donc une structure par groupe d'impression, comme on a ici. Donc là, on a simplement rangé nos pages par ordre d'impression, donc avec des pages qui génèrent une impression, quand génère entre 2 et 23, 23 et 110, etc. On va également pouvoir utiliser un point de vue différent avec une structure, par exemple, là, par temps de chargement, qui du coup n'a rien à voir avec la première en termes de répartition des pages, à savoir donc qu'on peut venir évidemment donc créer des segmentations sur des éléments qu'on a récupérés lors d'un crawl, mais également des éléments qu'on serait venu récupérer via par exemple du scrapping, parce qu'on peut aussi en faire lorsqu'on va effectuer le crawl. On peut venir se baser donc sur en soi tout ce qui est présent dans le code, dans le contenu HTML, donc que ce soit la présence d'un avis sur une page garage, la note moyenne que pourrait avoir tel ou tel garage, le nombre de produits aussi que vous pourriez avoir sur chaque page, ce genre de choses. On va pouvoir aussi, on en parlait, OnCrawl a cette possibilité de venir, de pouvoir utiliser des fichiers externes, des fichiers que vous avez récupérés depuis un outil autre et que vous souhaitez utiliser pour croiser vos analyses. Donc ça, c'est aussi possible. Et donc, on peut très bien aussi le faire dans OnCrawl. Donc là, avec ce visuel par temps de chargement, lui-même donc va rien avoir à voir avec une structure qui serait basée sur l'URL, qui reste la structure par défaut, on va dire. Ça reste le niveau 1 de l'analyse. On regarde vraiment juste comment notre site est construit, les pages sont regroupées par URL, etc. Mais nous, on va déjà prendre un autre niveau, puisqu'on va venir se concentrer là sur la profondeur. Donc quand on va parler de profondeur, votre page d'accueil, c'est généralement la profondeur 1, et ensuite tous les liens qui sont sur cette page d'accueil, c'est des liens qui sont donc des pages qui sont en profondeur 2, et ensuite, comme ça, en cliquant sur les liens, on descend dans les niveaux de profondeur. Ici, on va venir donc identifier différentes choses. On va avoir donc déjà le foyer principal de page qui va être rassemblé aux alentours là des profondeurs 4 et 5, avec plus de 140 000 pages qui sont présentes juste ici, comparé donc aux 9000 en profondeur 3, 9000 en profondeur 6, et après quelques-unes qui errent plus loin, profondeur 8, 9. Et donc, ce qui va être important, c'est de garder ça en tête. Lorsqu'on va venir parler en pourcentage, lorsqu'on va regarder notamment des ratios, etc. Là, ce sera important de garder en tête que ces pages-là, ces profondeurs-là, en tout cas, l'impact
que vont avoir les pourcentages ne sera pas du tout ne sera pas du tout le même. On va donc également avoir ces fameux foyers dont on parlait, profondeur 4, profondeur 3 et profondeur 6, pardon. Et donc ensuite, eh bien, on va venir regarder un petit peu plus en détail. Là, on va venir regarder les pages, le pourcentage des pages qui vont être crawlées par Google directement. Et on va venir regarder, voir si on peut trouver un lien entre le niveau de profondeur et le fait qu'une page va être crawlée ou non par Google. Là, si on regarde, eh bien, on peut voir évidemment que plus on descend dans la structure, moins plutôt, on va avoir de pages qui vont être crawlées. Donc, ce qui veut dire que potentiellement Google est un petit peu fainéant et va avoir tendance à ne pas explorer les pages qui sont situées trop loin dans la structure. Après, c'est quelque chose que on va de toute façon recommander. On dit généralement que entre 3 et 5 clics maximum depuis la page d'accueil pour accéder à toutes les pages d'un site. Page de pagination comprise. Là, ça reste évidemment compliqué. Mais là, d'une manière générale, on peut en tout cas voir on peut faire en tout cas ce parallèle, puisque donc profondeur 3, on est sur 68% de pages qui sont crawlées, contre seulement 29% pour la profondeur 8, par exemple. On voit en tout cas cette nette diminution. On va également avoir donc des pages ici, donc là des pages sans niveau de profondeur qui vont correspondre à nos pages orphelines. Donc c'est tout simplement les pages qui sont pas maillées à l'intérieur de la structure. Et donc ces pages-là, elles vont potentiellement présenter un intérêt tout de même pour nous, puisque si elles sont crawlées par Google, peut-être qu'on a un intérêt à les remettre dans la structure, à leur donner à nouveau du maillage, afin qu'elles puissent générer des visites. Alors, on a ces informations, ok. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, si on vient regarder aussi au niveau du nombre de pages qui vont générer du trafic directement. Donc, on va qualifier de pages actives, des pages qui génèrent des visites SEO. Là, le lien est beaucoup plus facile à effectuer puisque on descend vraiment en escalier, on descend tranquillement vers le 0% en profondeur 9. Donc là, on est profondeur 3, déjà on est à 58% seulement des pages qui vont générer du trafic. Profondeur 4, profondeur 5, c'était là où on avait c'est là où on a le plus grand nombre de pages. Et c'est ici où la baisse se fait le plus sentir puisqu'on descend donc à 27 et 14% de pages actives. D'ailleurs, si on remet la structure en fond, on s'en rend compte directement. Et donc là, ça veut dire qu'on a vraiment donc beaucoup de pages dans cette partie-là, dans ces parties-là, qui ne vont pas générer de trafic directement. Probablement parce qu'elles sont à un niveau de profondeur qui pourrait être considéré comme trop élevé. Alors, si on fait également le parallèle, donc là, avec le premier graphique, donc les pages crawlées par Google et les pages qui génèrent des visites, ça reste quand même donc assez parlant. Et on voit notamment sur nos pages orphelines que on a donc 77% d'entre elles qui sont crawlées par Google et presque 30% d'entre elles qui vont réussir à générer du trafic tout de même. Donc, potentiel intérêt à regarder un petit peu plus en détail ces fameuses pages orphelines et à voir s'il n'est pas possible d'en tirer quelque chose. Donc en soi, là si on regarde en termes de valeur brute, ça reste donc très parlant puisque donc profondeur 5, on est sur 830 000 bot hits, donc toujours sur cette période de fin juillet à fin août, de début juillet pardon à fin août. Donc 831 000 bot hits sur cette période pour 35 000 visites SEO générées contre du coup 52 000 bot hits pour la profondeur 3 pour 130 000 visites. Donc on est sur un ratio qui est complètement retourné de ce côté-là. Et donc ça se confirme après si on compare avec les données de la GSC directement. Au-delà de la profondeur 4, faut pas espérer avoir des visites sur ces pages-là parce que on voit très clairement que les impressions chutent complètement, puisqu'on passe donc de plus de 1,4 million d'impressions, donc toujours sur la même période, à peine 400 000. Difficilement 400 000. Donc, dans l'idée où une page devrait ranker, devrait générer du trafic, on a donc tout intérêt à la mettre avant cette fameuse profondeur 4.
Voilà, je mets toujours en fond donc le petit rappel de la structure, toujours important de s'en souvenir. Et ensuite, voilà, si on compare vraiment donc là les pages qui sont crawlées et qui rankent, qui génèrent des impressions dans Google en violet, avec les pages crawlées et qui ne rankent pas, là le visuel est clairement parlant. Donc là visiblement la profondeur c'est un élément qui est déterminant pour le ranking des pages. On le voit très clairement juste ici. Donc si une page doit générer du trafic, on va recommander de la mettre avant profondeur 4, idéalement profondeur 2 et 3. Et donc est-ce que la profondeur est un facteur de ranking pour Wombly? On peut clairement dire que oui. Ensuite, on peut prendre donc là un autre point de vue. On va changer de segmentation, on va venir regarder par nombre de mots sur les pages. On va se poser la question, est-ce que la taille du contenu va avoir un impact sur la crawlabilité d'une page et sur le nombre de visites qu'elle va pouvoir générer? Là, si on regarde, on identifie un foyer très net au milieu de tout ça, donc avec nos pages qui ont entre 1100 et 1700 mots. Et on va également avoir une sorte de foyer secondaire aux alentours des 600, 1100 mots à peu près. Donc là, si on regarde, eh bien, on voit très clairement notre foyer principal qui est entre 1100 et 1700 mots. Lui, il est crawlé à plus de 76%. Très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là où on a le plus de pages, eh bien, c'est crawlé dans les 3/4, c'est crawlé en tout cas par Google. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que les humains vont lire ce contenu également? Parce que Google vienne c'est une chose, mais nous ce qui nous intéresse c'est évidemment les visites des internautes. Là, si on regarde directement avec le nombre de pages qui génèrent du trafic, eh bien on voit quand même que c'est différent. On est sur des informations où là il va falloir plus de mots pour réussir à générer du trafic. C'est ce qu'on va en tout cas identifier juste ici. Il va falloir monter davantage, monter au-delà des 2000, 2500, 3000 mots pour vraiment avoir plus de chances que notre page arrive à générer du trafic. Donc globalement, ça nécessite moins de contenu pour être lu par Google, mais par contre, il va tout de même en falloir davantage. Donc passer les 2000, 2500 mots, si on veut vraiment pousser notre page afin qu'elle arrive à générer du trafic de manière quasi certaine. Donc là, si on remet un petit peu en transparence le pourcentage de pages crawlées avec le pourcentage de pages actives, on voit directement donc ce fameux écart qu'on identifie juste ici. Donc ici, est-ce que le nombre de mots par page, est-ce que c'est un facteur de ranking pour Wombly? Eh bien, on peut dire que oui. Mais encore plus que ranker, le contenu, un contenu plus long notamment, va réussir à aider la page, en tout cas à performer davantage. Donc, quand bien même elle arriverait à générer quelques impressions, etc., pour qu'elle génère vraiment des visites, il va falloir la pousser davantage avec davantage de contenu. Et on va prendre donc un dernier point de vue. Donc là sur le temps de chargement qui est aussi un élément important lorsqu'on parle de SEO technique, c'est même peut-être l'une des notions dont on parle, une des notions en tout cas les plus importantes parce que bien on sait que Google n'aime pas perdre son temps, il attend en tout cas il s'attend à avoir un temps de chargement qui est considéré comme correct. Ça tombe bien puisque là dans le cas de Wombly, on a une grande majorité des pages qui sont situées aux alentours de 250-400 millisecondes, ce qui est considéré comme totalement correct d'un point de vue de Google. Donc partant de ce point de vue, on sait qu'on a beaucoup de pages qui mettent peu de temps à charger. Donc, on peut émettre l'hypothèse de manière assez sereine qu'on va avoir beaucoup plus de pages qui vont être crawlées parce qu'elles répondent plus vite. Donc, Google serait beaucoup plus enclin à revenir sur ces pages-là de manière régulière. Eh bien, si on regarde, c'est pas tout à fait ce dont on se rend compte, puisque là, en termes de nombre de pages, justement, on est sur un pourcentage qui est un petit peu contre-intuitif. On remarque que alors même qu'on augmente donc notre temps de chargement, eh bien le pourcentage des pages crawlées lui augmente aussi. Donc visiblement ça ne représente pas vraiment un impact de ce côté-là, quand bien même on voit
tout de même qu'une fois qu'on dépasse les 2 secondes, ça redescend un petit peu, hein, évidemment. Faut pas non plus se dire qu'on peut mettre un temps de chargement à 5 secondes pour notre site, c'est pas le but. Mais là, c'est en tout cas de déterminer que notre site, Vroomly en tout cas, n'a pas ce problème. C'est pas ce qui va réussir visiblement à le faire, à se faire crawler par Google, en tout cas. Si on regarde, donc là, tant qu'on est en dessous des 2 secondes, visiblement c'est OK. Et si on regarde après au niveau des visites que vont générer ces pages, on va voir tout de même que en termes de visites, eh bien, on a quand même plus de pages qui sont actives, donc qui arrivent à générer du trafic lorsqu'elles ont un temps de chargement qui est faible. Donc là, notre foyer principal qui était entre 250 et 400 millisecondes, on est donc sur presque un tiers des pages qui arrivent à générer du trafic, alors qu'on est sur plus 15% à peu près pour le reste. Donc si on regarde là avec des éléments où on regarde donc le pourcentage de pages qui sont crawlées et qui rankent, ou des pages qui sont crawlées mais qui ne rankent pas, là on voit très clairement cet élément. Mais cependant, là on ne peut pas vraiment dire que le temps de chargement va représenter un facteur de ranking pour Vroomly comparé au contenu ou à la profondeur comme on a vu juste avant. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir de tout ceci? Alors, la première des choses, c'est que les logs, c'est évidemment un outil qui est ô combien puissant lorsque on a compris comment interpréter un petit peu les données, comment les traiter et ce qu'on regarde, bien sûr. Donc, ça va vous permettre, ces logs, de venir, bien sûr, donc monitorer le site d'une manière générale et également de venir anticiper. Monitorer, anticiper, c'est vraiment les deux, je dirais les deux éléments clés dans le quotidien d'un SEO. Venir prévenir les changements qui pourraient être néfastes pour le site avant même qu'on ait vraiment les données à dispo dans les autres outils. Là, on a vraiment une question de données instantanées qui va être présente. Et on va également, bien sûr, c'est le but, une fois que on a ce monitoring qui est en place, qu'on arrive à anticiper les mauvais changements, et bien sûr, on va pouvoir venir s'améliorer et s'assurer en monitorant que les changements qu'on effectue permettent l'amélioration donc de la crawlabilité du site et de la génération de trafic également. Donc, ce qui reste important à retenir, c'est bien sûr donc de changer de point de vue. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise segmentation. Chacune va avoir une histoire à raconter. Elle va représenter en tout cas ce que vous avez envie de tirer de ces données. L'important donc ce sera aussi de trouver les corrélations entre une certaine métrique, la profondeur, la taille du contenu, le temps de réponse, le poids des pages, que sais-je, est-ce que toutes mes canoniques sont bien en place, est-ce que j'ai pas de problème de hreflang, etc. et venir monitorer ça grâce au log en suivant. Et toujours voilà d'utiliser ces fameuses segmentations qui vont vous permettre en tout cas de changer de point de vue, prendre un petit peu de hauteur sur toutes ces données que vous avez, prendre du recul, c'est très important. Donc voilà, j'espère que cette conférence vous aura apporté quelques billes pour vous lancer aussi dans l'analyse de log. Et puis maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Julien, c'était très très clair, très dense l'analyse de log. C'est pas forcément facile à vulgariser. Je trouve que tu t'en sors quand même très bien parce qu'il y a beaucoup de choses à voir.